C'est l'heure du grand débat des vraies voix. Après l'attentat qui a fait 3 morts à Nice, Christian Estrosi propose de suspendre pour un certain temps les accords de Schengen. Accords, vous le savez, qui permettent de voyager sans contrôle aux frontières dans 26 pays européens. Rappelez-vous, l'auteur de l'attaque de Nice, Brahim Aouissaoui, ressortissant tunisien, était arrivé clandestinement en Europe par l'île italienne de Lampedusa fin septembre. Et on vous pose cette question ce soir: pourra-t-on freiner les risques d'attentats en France en refermant provisoirement, comme le demande aujourd'hui Christian Estrosi, nos frontières? Le compte Twitter de Sud Radio pour voter. Pour l'instant, vous êtes 92% à répondre par la positive et le 0826 300 300. On va vous écouter dans un instant. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Et on en débat avec Céline Pina, Philippe Bilger, Philippe David et notre invité qui nous a rejoint, c'est Yves Bertoncini, consultant en affaires européennes. Yves Bertoncini, président du Mouvement Européen France. Bonsoir Yves Bertoncini. Bonsoir. Bonsoir à vous, bienvenue sur Sud Radio. Alors c'est un débat qui revient souvent, mais c'est vrai que pour Nice, sans cette frontière passoire, il n'y aurait pas eu d'attentat. Yves Bertoncini, selon Christian Estrosi, c'est ce qu'il dit en tout cas. Y aurait-il moins de terroristes dans le pays si on fermait les frontières, Yves Bertoncini? Il y a d'autres exemples que Nice, y compris à Nice, il y en avait un. Alors celui-là est probant, puisque en effet, le terroriste a traversé une ou deux frontières, et donc s'il ne les avait pas traversées, il n'y aurait pas eu cet attentat-là. Oui. L'attentat précédent à Nice, bien plus massif, a été le fait de quelqu'un qui y habitait. Les attentats... Le 14 juillet, oui. Voilà, évidemment, les attentats en France, au Bataclan, il y a beaucoup d'exemples. Celui qui existe en Autriche également, tout à fait dans l'actualité récente, Conflans-Sainte-Honorine. Le président Macron avait dit quelque chose dans le débat de l'entre-deux tours à Marine Le Pen. Il lui avait dit: Madame Le Pen, on n'arrête pas les terroristes aux frontières. C'est ce que je voulais dire. Moi, je ne connais pas d'exemple de terroristes arrêtés aux frontières. Il faut absolument traquer les terroristes, mais il faut les traquer où ils sont. C'est-à-dire à la source, dans certains pays, en Irak, en Syrie, l'armée islamique, il peut y en avoir qui viennent de l'extérieur. Il faut aussi les traquer chez nous, parce qu'il y a des apprentis terroristes chez nous. Ça, c'est ce qui est fait. Schengen sert à ça, d'ailleurs. C'est organiser la coopération policière et judiciaire. Il faut améliorer tout cela. C'est peut-être ça qu'a voulu dire Emmanuel Macron. En attendant, si on rétablit le contrôle à nos frontières intérieures, c'est tout à fait possible. On le fait de temps en temps. Alors, on va emmerder, excusez-moi l'expression, des centaines de milliers d'honnêtes gens qui tous les jours traversent les frontaliers. On est le pays d'Europe qui en a le plus, 400 000 par jour qui traversent, les transporteurs routiers, les commerçants, les consommateurs, sans attraper aucun terroriste. Voilà, c'est ce que je veux dire. On pourrait imaginer, sans attraper terroriste, qu'on pourrait peut-être récupérer des armes, non, Yves Bertoncini? Oui, mais bien sûr, mais aux frontières. Pas aux frontières. Les armes, il faut faire de l'espionnage, de l'échange d'informations, il faut se côtoyer. Je vais vous prendre un exemple. L'exemple, hélas, de l'Autriche récemment. Le terroriste autrichien qui habite en Autriche depuis très longtemps, il avait la nationalité autrichienne, il est allé se procurer des armes, essayer à Bratislava, le pays d'à côté. C'est les deux capitales les plus proches du monde. Il a pris le train, il est allé, il a essayé. La personne qui aurait pu lui vendre les cartouches, là, ne lui a pas vendu. Elle a signalé à la police slovaque, qui l'a signalé à la police autrichienne, qui n'en a rien fait. Alors même qu'il était identifié, ce terroriste, comme quelqu'un qui avait essayé de partir en Syrie, qui était radicalisé. Alors la question est, c'est la faute à la frontière, à Schengen, ou c'est la faute aux policiers, notamment autrichiens, qui n'ont pas écouté ce que leur a dit leurs homologues slovaques? Je pense que quand on focalise sur les frontières, comme ça, dans le pays de la ligne Maginot, ça aurait pu nous instruire, on se trompe de cible, et surtout, non seulement, j'ai dit, on embêterait les jeunes gens, les honnêtes gens, pardon, mais on stériliserait des troupes policières à ces endroits-là, alors qu'il faut absolument les mettre sur d'autres territoires et d'autres terreaux opérationnels en dehors des frontières, sur notre sol, à l'extérieur, éventuellement aux frontières extérieures de l'Europe, pourquoi pas, mais on n'arrête pas plus de terroristes aux frontières extérieures, dans l'échange de renseignements, la coopération policière. Alors Yves Bertoncini, vous êtes un petit peu seul contre tous ce soir dans les vraies voix, puisque l'ensemble de nos vraies voix sont plutôt favorables, d'après ce que j'ai compris, à la fermeture provisoire en tout cas de Schengen. Tiens, Philippe Bilger. Moi, il y a quelque chose qui va dire, qui m'intéresse beaucoup, parce que j'ai toujours pensé que contre le terrorisme, évidemment, on a multiplié les lois, mais quand on regardait bien les processus criminels en France ou ailleurs, on
se rendait compte qu'à un certain moment, c'était des défaillances humaines et professionnelles qui les avaient permis, ces actes. Et l'exemple slovaque et autrichien est tellement éclairant, puisqu'en effet, eh bien, les renseignements avaient été donnés, mais les services autrichiens n'en ont rien fait. Yves, ma question est la suivante. Comment, à votre avis, permettre un système de coordination tellement efficace, opératoire, qu'en réalité, on échappe à ce type de fiasco? Vous avez tout à fait raison de souligner qu'il y a cette inertie administrative en l'espèce. Il y en a eu d'autres. Il y en a d'autres en France aussi, au moment du Bataclan, y compris en termes de coopération franco-belge, parce que Salah Abdeslam, quand il est parti du Bataclan le matin pour retourner en Belgique, il a été contrôlé à la frontière. Puisqu'on avait rétabli les contrôles à l'époque. On l'avait rétabli. Il a été contrôlé avant la frontière, sur l'autoroute, pas à la frontière. Bien sûr, mais il a été contrôlé. Donc ça aurait été à la frontière. Vous savez, les terroristes, il vaut mieux les contrôler ailleurs qu'à la frontière, parce qu'à la frontière, ils se méfient. Donc c'est bien, il a été contrôlé un peu en amont. Mais il n'y avait pas les informations nécessaires pour l'arrêter, donc il est passé. C'est ce qui s'est passé. En Autriche, c'est pire, parce qu'il y avait les informations, mais ils n'en ont rien fait. Alors, pour répondre à Philippe Bilger, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a eu des progrès. Il y a d'abord des moyens à mettre. Au niveau français, il y a eu des moyens renforcés, notamment pour le système de renseignement, la police, la justice même également. Mais en matière européenne, puisqu'en effet, on a un espace ouvert et des polices qui, jusqu'ici, ne coopéraient pas beaucoup, eh ben, il faut accélérer les choses. En bilatéral, là, Autriche, Slovaquie, ça avait failli fonctionner, ça n'a pas marché pour cause de défaillances humaines. Il faut peut-être aller plus loin aussi au niveau européen. Je ne sais pas si c'est ça qu'a en tête Emmanuel Macron quand il parle de refonder Schengen, pour créer une sorte de FBI européen, parce que c'est vrai qu'au moins il y aurait un centre au niveau européen qui pourrait, je veux dire, de manière un peu plus directive, s'emparer des informations, les centraliser et puis agir plutôt que de reposer sur des multiples coopérations bilatérales entre pays. J'ai évoqué le judiciaire. On a créé un parquet européen, c'est tout récent, mais pour l'instant, il s'occupe seulement de traquer les défaillances financières, la corruption et les fraudes au budget communautaire. Il faudrait étendre sa saisine, mais ça je le dis sous le contrôle de Philippe Bilger, aux affaires terroristes qui ont une dimension européenne. Ça pourrait peut-être aider les pouvoirs publics, police, justice, renseignement, un peu plus renforcés au niveau européen, à suppléer et à compléter l'action de ce qui se passe avec les pouvoirs publics nationaux. Alors, je vais donner la parole dans quelques instants à Céline Pina, mais pour vous répondre, Yves Bertoncini, suite à l'attentat de Nice, pour le moment, le chef de l'État a décidé un doublement des forces de sécurité déployées aux frontières. Écoutez-le. Nous avons décidé, compte tenu justement de l'évolution de la menace, des décisions prises la semaine dernière au regard de Vigipirate, d'intensifier très fortement notre contrôle aux frontières au sein de l'espace Schengen. Nous avons donc ainsi décidé de doubler les forces qui seront déployées aux frontières dans le cadre de ce contrôle. Ce qui veut dire que nous passerons de 2400 à 4800 policiers, gendarmes, militaires qui seront mobilisés dans ce cadre et CRS pour lutter contre l'immigration clandestine. Alors Céline Pina, c'est quand même beaucoup, doublé, 50% de plus de 2004 à 4800. Est-ce que cela va suffire selon vous, Céline Pina? C'est un bon début en tout cas. De toute façon, symboliquement, je pense qu'il fallait envoyer un message qui pouvait rassurer les Français. Et à ce titre-là, il fait au moins le job. Mais ce que j'allais dire, le problème, c'est qu'en appeler à l'Europe, c'est souvent remettre tout au comité Théodule. On a un souci. Moi, par exemple, j'ai été socialiste pendant des lustres. Et donc, régulièrement, quand on me disait on ne peut pas régler le problème au niveau français, on disait oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut porter le combat au niveau européen, tout en sachant très bien que comme les syndicats n'étaient pas organisés et que de toute façon, ils n'avaient pas d'interlocuteur en face. Tout ça nous permettait de renvoyer ça aux calendes grecques. On donnait l'impression qu'on avait géré le problème. En fait, on s'en était lavé les mains comme Ponce Pilate. Ici, j'entends exactement la même chose. Ce qui n'est pas faux, c'est de dire qu'effectivement, on a réussi à avoir notre propre production de sauvagerie et d'assassins et de monstres locaux. Mais quand même, ce qu'on voit dans la problématique de l'islamisme et du terrorisme, c'est quand même que dans cette question de frontières, il y a une vraie hypocrisie. En fait, la question qui est posée est celle de l'immigration.
Et en fait, on suspend Schengen, et ça on l'a déjà fait au moins une vingtaine de fois. On l'a même fait d'ailleurs, ce qui est très drôle, dans le cadre, par exemple face aux migrants, face à l'arrivée de migrants, quand on ne savait pas comment les gérer, et quand on se demandait aussi si à l'intérieur il n'y avait pas des terroristes qui s'étaient infiltrés. Donc on voit finalement... Aujourd'hui, la question des frontières, elle revient, et elle revient pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de frontières européennes, qu'elles sont très peu gardées, parce que la coopération policière fonctionne mal, parce qu'on ne s'est pas mis d'accord sur la régulation de l'immigration. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on rouvre les frontières ? C'est face à l'échec de l'Europe qui n'a pas voulu avancer sur ces questions-là. Donc, dire il ne faut pas les fermer, mais il faut régler ça au niveau européen, très bien, c'est pas faux. Mais peut-être que justement, il faut sortir de Schengen, fermer les frontières pour qu'enfin les gens se mettent à travailler pour de vrai sur les problèmes que l'on pourrait régler au niveau européen, parce que jusqu'à présent on empile les manœuvres dilatoires pour des tas de raisons, et notamment parce que l'Allemagne est aujourd'hui un partenaire très peu fiable sur ces questions, parce que ses intérêts sont fondamentalement divergents des nôtres. Allez, on va poursuivre le débat dans quelques instants et on donnera la parole à Philippe David qu'on n'a pas entendu sur le sujet. À vous aussi, 0826 300 300, la question que l'on vous pose. Terrorisme, frontières, faut-il supprimer Schengen? C'est ce que demande Christian Estrosi ce matin. Il demande de supprimer les accords de Schengen provisoirement, évidemment, c'est une parenthèse, temporairement. Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio. Pour l'instant, c'est un grand oui à 92%. Yves Bertoncini, notre invité qui reste avec nous, président du mouvement européen France. Et vous, au 0826 300 300, on va vous écouter dans un instant. On continue le débat sur Sud Radio dans Les Vraies Voix. À tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. C'est le retour des Vraies Voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger, Céline Pina ce soir, Philippe David, notre invité Yves Bertoncini, président du mouvement européen France. On poursuit tous ensemble notre grand débat. Pourra-t-on freiner les risques d'attentats en France en refermant provisoirement nos frontières, comme le demande Christian Estrosi ce matin dans une interview qu'il a accordée au quotidien Nice Matin? Il propose de suspendre temporairement les accords de Schengen. Vous votez sur les réseaux sociaux. Pour le moment, eh bien, vous suivez le maire de Nice, Christian Estrosi. Vous répondez oui à 92%. On va vous entendre sur le sujet dans quelques instants. 0826 300 300. Alors Christian Estrosi a donné donc toute une interview à Nice Matin. Il a proposé donc cette fermeture provisoire de Schengen. Il a également souhaité que les réfugiés se voient retirer leur statut protecteur en cas de délit. Alors là encore, Yves Bertoncini, c'est un débat qui revient souvent. Est-ce que selon vous, là encore, eh bien, ce serait efficace ou pas de retirer le statut des réfugiés, les réfugiés qui évidemment sont protégés, puisque c'est le droit d'asile qui veut ça. Avant même qu'il l'ait obtenu. Oui, c'est vrai. Yves Bertoncini. Bon, là, on a glissé de sujets. On avait le terrorisme d'abord, on est sur l'immigration clandestine d'un côté, les demandeurs d'asile de l'autre. Bien sûr, ça peut se percuter de temps à autre. Hein. Oui. Il peut y avoir eu des demandeurs d'asile ou des réfugiés qui ont été des acteurs terroristes. Enfin, c'est assez exceptionnel. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis de ça? Quand Christian Estrosi dit qu'il faut suspendre Schengen, on enfonce des portes ouvertes. Hein. Le code Schengen est très flexible. On a tout à fait le droit, et on l'a déjà fait plein de fois, de rétablir le contrôle aux frontières. C'est appliquer Schengen, hein. C'est pas le suspendre ni le dissoudre. Tout ça est très flexible. On l'avait fait lors des attentats en 2015, hein, par exemple. Mais on le fait même quand on regarde. 20 fois au moins, on l'a fait. Mais bien sûr, donc tout ça, c'est de la gesticulation. La question, c'est de savoir, on le fait, est-ce que c'est efficace, oui ou pas? Quand Emmanuel Macron passe les troupes de 2400 à 4800, bon, si elles font les 3-8, il faut déjà tout diviser par 3, hein, ils ne travaillent pas 24 heures sur 24, on tombe à 1600 personnes. 1600 personnes. Bon, 1600 personnes, la frontière avec l'Italie, c'est 500 km. Avec l'Espagne, où s'est rendu le président de la République, c'est 600. La Belgique, c'est 600. La Suisse, c'est 500. L'Allemagne, c'est 450. Vous voyez, on en met un tous les kilomètres. Et alors, qui on met dans les ports et dans les aéroports? Moi, ça m'angoisse de voir que nos forces de police vont être stérilisées dans des endroits où on n'arrête pas les terroristes. Hein, on les arrête pas là. Et qu'elles ne vont du coup pas pouvoir être utilisées à d'autres fins, et notamment pour la coopération policière et judiciaire, l'espionnage, etc. Pour ce qui est des demandeurs d'asile, c'est un peu différent. Quand ils arrivent, il faut examiner les choses, s'ils agissent de manière pas conforme à leur statut, ben bien sûr qu'il faut prendre des mesures. Ce sont des gens qui viennent sur notre territoire, ils doivent respecter nos lois. Donc moi, je ne suis pas choqué par cette demande-là. Émanant de Christian Estrosi, qui n'est pas, et encore une fois, qui n'est pas aussi bien inspiré quand, en tant que maire de Nice, et qui connaît très bien les flux
quotidien qu'il y a entre cette partie de la France et cette partie d'Italie veut essayer de mettre des bâtons dans les roues à tous les honnêtes gens qui traversent sans arrêt les frontières. Alors sur le compte Twitter et le compte Facebook de Sud Radio, dans les commentaires, vous êtes plutôt favorable à la demande de Christian Estrosi, mais certains auditeurs sur les réseaux sociaux nous parlent d'annonces de communication quand il dit qu'il veut fermer Schengen, quand il dit qu'il veut retirer le statut protecteur des réfugiés. Que de la com, que des annonces. Ça fait beau sur le papier. Vous êtes d'accord avec certains de nos auditeurs, Philippe David? Non mais c'est mieux que rien. On va dire ça comme ça. Évidemment, il faut contrôler les frontières. C'est mieux que rien, mais il faut que ça marche. Il faut qu'il y ait des effets. Voilà. Oui, il faut que ça marche. Mais si on fait rien, là, on est sûr qu'il n'y a pas d'effet. C'est vrai aussi. Parce que quand même, regardons dans une semaine, ça fera 5 ans qu'il y a eu la terrible nuit du 13 novembre 2015. Le terroriste avait pu repartir en Belgique, un des terroristes, sans le moindre problème. Il a été contrôlé et même pas à la frontière. Quand on voit ce qui s'est passé la semaine dernière à Nice, le type arrive de Lampedusa, il n'a même pas un contrôle pour rentrer en France, il peut décapiter une personne, en égorger 2 autres. Ça passe sans problème. Inutile de dire que les Français, et je pense que c'est pour ça que Macron réagit, ils demandent des contrôles. Pourquoi? Parce que vous connaissez la vie qu'on vit en ce moment. Vous pouvez venir de Lampedusa avec de mauvaises intentions, vous rentrez sans problème, alors qu'aujourd'hui, pour aller acheter une baguette de pain, il faut que vous ayez un papier. Donc, évidemment, Macron est obligé de réagir. C'est politique. Après voir, c'est efficace. On verra. Faut-il fermer Schengen? C'est la question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux. Je vous donne la parole dans un instant, Céline. Juste avant, on accueille Mickaël qui nous appelle de Paris, qui a fait le 0826 300 300. Bonsoir Mickaël. Oui, bonsoir à toutes. Bonsoir à vous, Mickaël. Bonsoir à tous. Je voulais intervenir, j'ai bien entendu votre invité. Néanmoins, je pense qu'avec malheureusement l'expérience en matière de terrorisme que nous avons en France, on a du mal à accepter qu'il ne faut pas avoir des approches déterministes partielles, mais une approche probabiliste mais systémique globale. On ne peut pas faire un petit bout par-ci, un petit bout par-là. Si le maire de Nice demande la fermeture momentanée de Schengen, pourquoi ne pas la tenter? Cela étant, on ne peut pas avoir une approche qui ne soit pas systémique. Je vous explique. Pour se donner une image, vous partez d'un centre, c'est une approche en spirale. Vous partez d'un centre, d'un terroriste qui commet un attentat. Vous suivez le deuxième cercle. Vous avez évidemment tous les complices. Ensuite, vous avez les associations. Ensuite, vous avez les financeurs. Vous avez les mosquées. Et jusqu'à un moment donné, évidemment, vous allez trouver les frontières également. Or, le problème qui se pose, et les renseignements. Le problème qui se pose lorsque vous dites « oui, la coopération sur le renseignement », c'est bien plus complexe que ça. Être dans le renseignement, coopérer, cela veut dire prendre des informations, mais en donner aussi. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'un des points bloquants au niveau du renseignement est celui-ci. C'est-à-dire qu'aucun pays ne veut dévoiler ces informations qui sont secrètes, c'est secret défense pour certaines, parce que dès que vous mettez un modèle en place autour d'un terroriste, un seul, vous commencez le maillage, vous allez vous apercevoir que ce maillage, d'abord, il n'existe pas entre parenthèses de loup solitaire. Alors, je commence à être lassé d'entendre des gens, censés être sérieux et légitimes et crédibles dans leur métier, à parler de loup solitaire. Dès que vous faites un maillage et une modélisation, vous tombez sur un ensemble d'acteurs et d'activités qui obligatoirement dépassent les frontières. Donc, cette approche systémique, si vous me le permettez, est obligatoire. Ce n'est pas un problème de nombre, c'est un problème de méthode et de culture. Est-ce que nous avons en France une réalité d'une culture antiterroriste ou pas, à regarder avec d'autres pays qui l'appliquent, avec des checkpoints? Est-ce qu'on veut se dire, hypothèse une, bon, c'est pas grave, il est passé, non, c'est pas un problème de réfugiés, c'est pas un problème de ceci. On est systématiquement à éliminer les problématiques afin d'éviter de froisser un tel ou un tel. Mais ça n'est pas la bonne méthode. Céline Pina, alors d'ailleurs, depuis plusieurs années, les pays européens coopèrent ensemble sur la lutte contre le terrorisme. Bon, mais alors sur le service de renseignement, je ne sais pas ce qui est fait. Tiens, Yves Bertoncini, est-ce que vous en savez un petit peu plus? Est-ce qu'on collabore vraiment avec les pays européens tous ensemble, ou alors chaque pays garde un peu ses renseignements pour lui? Mais voilà, mais je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi, j'ai parlé d'inertie administrative, c'est pour être poli. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils pourraient se passer les renseignements, mais non, ils sont dans une culture du secret, dans un espace ouvert. Il faut coopérer. L'exemple du Bataclan, je suis désolé, est mal choisi. Les 3 qui ont tué au Bataclan, c'est des Français qui étaient là. Ils étaient chez nous, ils ont tué. Voilà, celui qui est parti, c'était le Belge. C'est d'ailleurs le seul qui a tué personne. Mais il n'a pas été attrapé parce que l'information n'avait pas été échangée. C'est tout.
Et si je peux me permettre aussi, il y a des attentats au Royaume-Uni qui n'a jamais été dans Schengen. Ouais. Si c'était Schengen la source du problème, on le saurait. La coopération policière et judiciaire, il faut l'intensifier. Mais sur notre sol, et là je rejoins Céline Pina, il faut agir sur notre sol sans attendre le reste. Eh bien, il faut mettre les moyens, il faut les renforcer. Le président de la République a raison, mais il faut les mettre au bon endroit. Et hélas, je ne crois pas que ça soit la frontière. On n'a jamais arrêté aucun terroriste aux frontières. C'est Emmanuel Macron qui l'a dit lui-même au moment où il affrontait Marine Le Pen au deuxième tour. Alors il faut lui demander pourquoi, s'il a des informations qui lui ont permis de changer d'avis. Merci beaucoup Yves Bertoncini. Malheureusement, on n'a plus le temps. Céline, je suis désolé, consultant en affaires européennes, président du mouvement européen France. La question que l'on vous posait sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous étiez une grande majorité 92%. à répondre. Oui, voilà, ça n'a pas changé. 92%. Voilà. Le clin d'œil des vraies voix tout de suite. Et le clin d'œil de ce soir qui nous emmène à l'étranger, en Galice, en Espagne, où quiconque viole le confinement risque très gros. Oui, c'était l'heure de traverser la frontière, les amis, justement. Et ben voilà, effectivement, la région, la province plutôt de Galice en Espagne, c'est un peu la Bretagne de l'Espagne. C'est au nord-ouest, à l'extrême nord-ouest, sur l'océan Atlantique. Eh bien, le gouvernement de la province promeut un changement juridique qui va lui permettre d'obliger ses citoyens à se soumettre à un dépistage du coronavirus, voire à respecter des quarantaines sous peine d'une amende, tenez-vous bien, qui peut atteindre 600 000 €. Vous aimez pas le confinement et le couvre-feu en France, mais sachez-le, on est quand même très coulant, et même Gérald Darmanin est presque un moine bouddhiste à côté de ce qui se prépare. Chers amis, je vous propose de rejoindre tout de suite en direct sur Sud Radio Ruben Lévy. Bonsoir à vous. Ruben Lévy, bonsoir. Alors, on était censé être en direct avec Ruben Lévy, qui était en direct de Vigo. C'est en Galice, en tout cas, sachez-le. Oui, on vous a retrouvé, Ruben. On vous a reperdu, Ruben. Vous voyez, effectivement. La Galice, c'est loin. La Galice, effectivement. Ils doivent le calice jusqu'à la ligne. Bravo. Effectivement. En tout cas, vous le saurez. Beaucoup de régions, en Espagne notamment, sont en train de faire face à une recrudescence très grave du coronavirus. Et c'est pourquoi elle prévoit aussi des sanctions en cas de non-respect. Bonsoir, Ruben Lévy. Dernière tentative. Bonsoir. Bonsoir, Ruben. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. En France, on a beaucoup parlé de la situation à Madrid, à Barcelone. Est-ce que la circulation du virus est aussi grave en Galice ? Alors écoutez, elle n'est pas aussi grave qu'à Madrid ou à Barcelone ou dans d'autres régions d'Espagne. Cependant, c'est vrai qu'il y a une recrudescence des cas dernièrement. On connaît tous les polémiques actuelles qui sont sur l'efficacité réelle des tests. Cependant, certes, les résultats sont là, mais disons que les cas sont relativement bas par rapport au reste de l'Espagne. C'est déjà ça. Du coup, le gouvernement de la province veut prendre... Ruben, qu'est-ce que vous avez le droit de faire ? Qu'est-ce que vous n'avez plus le droit de faire ? Et à partir de quelle heure ? Eh bien, écoutez, alors tout simplement, on porte des masques dans la rue et dans la plupart des espaces communes, clos, voilà. Exactement, espaces clos, depuis le début du confinement, c'est-à-dire depuis mars, en fin de compte. Les seules choses qui ont changé, ce sont les droits de réunion sociale. C'est-à-dire que maintenant en Espagne, pour pouvoir, les bars, bien entendu, et les cafétérias, comme elles s'appellent ici, n'ont pas fermé. Elles continuent donc d'avoir une affluence qui peut être égale à 50% à l'heure actuelle. De leur capacité. Cependant, depuis les 2 dernières semaines, donc, il a été interdit de se réunir avec plus de 5 personnes. C'est ça. Donc dans une même cafétéria. On est sur ce qu'on appelle un confinement extrêmement soft. En fait, les amendes dont on vous a parlé, qui en théorie peuvent aller jusqu'à 600 000 €, à supposer qu'elles aillent jusque-là, elles visent toutes les personnes qui n'auront pas voulu se faire dépister, y compris des personnes positives, c'est arrivé en France aussi, et qui n'auraient pas respecté leur propre isolement, et qui risqueraient donc de transmettre et de propager le virus à l'insu des gens qu'elles pourraient croiser. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles plusieurs provinces en Espagne prévoit des sanctions extrêmement graves. En tout cas, la bonne nouvelle, Ruben, on peut le dire, c'est que malgré tout, tout n'est pas encore fermé et que manifestement, vous avez un gouvernement provincial qui essaye de prendre les devants. Merci beaucoup d'être intervenu, Ruben Lévy, sur Sud Radio, en direct de Vigo, en Galice, en Espagne, une région que connaît bien et qu'aime profondément Philippe David. Qu'est-ce que c'est bon, les poulpes à la galicienne. J'ai parlé de la région. Merci à vous, Ruben Lévy. Merci à tous. Dans quelques instants, Jean-Marie Bordry et les voix de l'environnement. Jean-Marie. Tiens, petite question
assez cher. Est-ce que le deuxième confinement est moins écolo que le premier? Oui. Vous vous rappelez nos bonnes résolutions? On va tout fabriquer en France. Vrai, on n'ira plus chercher des masques en Chine. On fera tout chez nous. On réquisitionnera nos entreprises du textile. Mais regardez les masques que vous portez. Ils sont presque tous made in China. Est-ce qu'on est devenu moins écolo ou pas? On en parle dans un instant. Voilà le débat dans quelques instants des voix de l'environnement. À tout de suite.